Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'elle a pensé. Alors aujourd'hui je suis avec mon ami Elliot. Bonjour. Et je voulais réagir un peu sur ce qui se passe en ce moment au niveau politique puisque tout le monde en parle. Et moi ça fait depuis un moment en fait que je ne m'intéresse plus ou quasiment plus à la politique. Vers les tout débuts de ma chaîne, je voulais faire des contenus qui parlaient un peu politique, où l'idée ça aurait été d'inviter différentes personnes qui auraient différentes opinions politiques, et d'ailleurs c'est ce que j'avais commencé à faire avec un numéro 1 que j'avais appelé l'entretien bienveillant, et finalement j'ai jamais fait la suite. Et peut-être qu'en réalité j'étais pas si motivé que ça, mais en tout cas, je crois que je me suis rendu compte que juste ça m'intéressait tellement plus que j'avais même pas tellement envie de faire des contenus pour essayer de déconstruire un peu les machins ou de faire voir que différentes approches possibles pouvaient communiquer, parce que juste en fait l'intérêt c'est dissipé. Et je dirais que aujourd'hui en fait ce qui se passe est tellement lunaire et tellement absurde que d'une certaine façon ça me fait me réintéresser à la politique, et en même temps ça me fait réaliser encore mieux pourquoi est-ce que j'avais arrêté de m'y intéresser. C'est-à-dire que en fait on est dans une situation où on a un chef de l'État qui fait en quelque sorte une crise égotique parce que il se rend compte que il n'est plus autant soutenu par la population qu'avant, et il n'arrive pas à le supporter. Donc visiblement, il décide de faire un coup de poker en s'imaginant que en mettant la pression aux gens sur la peur des extrêmes, et en jouant sur les dissensions entre les partis, il va réussir à tirer son épingle du jeu et réobtenir le pouvoir, puisque depuis 2022, il avait plus la majorité à l'Assemblée nationale, et visiblement ça l'énervait beaucoup. Donc sur un coup de poker, il décide de dissoudre l'Assemblée nationale pour bordéliser un peu la situation. Ça se passe pas du tout comme il s'y attendait, puisque en fait il y a effectivement un bordel généralisé, mais qui a tendance à se cristalliser contre lui, ce qui fait que visiblement il s'imaginait récupérer un certain nombre de franges modérées de la droite et de la gauche, et finalement en fait c'est les deux partis dits extrêmes sur lesquels tout le reste se centralise contre lui. Donc le pari a l'air plutôt raté de ce côté-là. Et ça a donné lieu, oui, à des scènes assez lunaires. On a vu François Hollande se retrouver dans le même parti, la même alliance que Philippe Poutou. On a vu Éric Ciotti décider autocratiquement contre tout son parti, les Républicains, de s'allier au Rassemblement National, et finalement quasiment le jour même, tout son parti le désavoue, et on a ces scènes absolument lunaires où il est retranché dans le quartier général des Républicains, tout seul, et où les autres personnes de son parti veulent le déloger. Racontez-nous, l'idée là c'est d'y aller avec la force ? Mais il n'y a pas de force, je vais à mon bureau. Je suis président du parti. Le coup de force, c'est ceux qui ne respectent pas les statuts. Mais vous avez été exclu hier ? Mais il n'y a pas eu de bureau politique hier. C'est une réunion de personnes qui se sont réunies elles-mêmes hors de tout cadre. Et d'ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris, en ce moment même, est saisi par référé pour contester la validité de cette décision qui n'a aucun sens. Ça veut dire quoi, monsieur Ciotti ? Juridiquement, aujourd'hui, vous êtes toujours président et vous allez à votre bureau comme si de rien n'était ? Mais bien sûr. Mais de quelle manière ? Qui seront les 85 candidats dont vous parlez s'il vous plaît. Parce que pour l'instant, vous êtes un peu désavoué au sein de votre... Vous verrez bien, madame. S'il vous plaît, on avance. Monsieur Ciotti. Donc nous allons décider ensemble au sein du bureau politique. Mais s'il est isolé, je pense qu'il n'aura pas d'autre choix que de partir. Comment vous allez faire pour le convaincre ? Ah, mais je crois qu'il ne s'agit pas de le convaincre, il faut le forcer. On peut forcer quelqu'un à démissionner ? Nous le verrons. Nous le verrons. S'il faut le déloger même physiquement, nous n'hésiterons pas à le faire. Physiquement ? On a eu beaucoup de scènes comme ça, je les ai même pas toutes notées, mais beaucoup de gens se sont amusés à les lister et à en faire le commentaire de guerre fratricide. Bah oui, on a eu toutes les évictions aussi de cadres de la France Insoumise qui étaient là depuis très longtemps et qui avaient un rôle important, et qui se retrouvent comme ça virés du jour au lendemain, avec toutes les tensions qui existaient en interne, mais
qui étaient jamais dites explicitement, qui ressortent avec des gens qui règlent leur compte et tout. Pourquoi Et vous êtes exclu, Alexis Corbière? Sans aucun doute, évidemment, c'est parce que depuis un an, nous sommes là, il y a 5 députés qui sont, comme moi, exclus, comme vous dites, purgés, que sais-je, qui portons une ligne au sein de la France Insoumise qui était plus unitaire. Quelque part, ce qui se passe avec le Front Populaire, là, actuellement, qui est magnifique, un travail magnifique a été fait, est exactement la ligne que nous portions. Il fallait éviter depuis un an toutes ces divisions, ces attaques, parce que la menace de l'extrême droite que nous sentions monter dans le pays nécessitait que ce qu'avait été la NUPES continue. Et sans doute qu'après, il y a un caractère mesquin. Alors moi, comment dirais-je, ceux qui l'ont mis en œuvre, j'ai envie de dire un peu comme on dit, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y en a un qui est responsable, je vais le dire, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a réglé en compte avec moi, avec mes amis qui sont là et qui ne souhaitaient pas que nous continuions à porter cette discussion. Mais je dis à tous mes amis qui vont être députés, je souhaite qu'il y en ait le plus possible insoumis, vous devrez vous aussi régler cette affaire au sein de la France Insoumise. Et finalement, je trouve que ce qui est très révélateur, c'est que ce qui se passe habituellement dans un cadre qui dure plusieurs mois, lors d'une élection présidentielle par exemple, là tout est condensé en 20 jours. C'est-à-dire que tout le monde agit dans l'urgence, et finalement ce qui était plus ou moins implicite en temps normal devient très explicite. Je t'ai montré un peu les scènes avec Ciotti et tout. Tout à fait. Ouais. Du coup, ça te donne peut-être envie de te réintéresser un peu plus à ce qui se passe en ce moment. Oh oui, peut-être depuis une posture autre que ce que ça aurait pu être il y a quelques années, ce que ça a été il y a quelques années, mais oui, peut-être pour l'aspect mémesque, je dirais, de la situation. C'est-à-dire que je trouve quand tu le prends pas trop au sérieux, quand tu prends un certain recul, ça a un côté assez comique quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, et puis à la limite, ça peut inviter à une certaine douceur de le regarder sous cet angle, parce qu'on peut se dire que simplement les gens font comme on peut avec les stratégies dont ils disposent compte tenu de leurs connaissances et de leurs moyens cognitifs. Tu vois, tout à l'heure on parlait de libertarianisme et de droit naturel. Et en fait il y a toute une frange de la population qui a du mal à intégrer ces notions-là a priori. Et en fait, ce qu'on disait, c'est que, moi, quelque chose que je réalise, c'est qu'il y a des personnes qui, même si elles n'ont pas le corpus d'idées en tête, vont dans les faits avoir plus ou moins tendance à respecter le droit naturel des personnes avec lesquelles elles interagissent, mais tributairement à d'autres choses que la connaissance du corpus. Et notamment leur niveau de détente dans leur interaction avec autrui, leur propre confort psychologique et matériel notamment. Tu résumerais comment toi le droit naturel? Il y a le principe de propriété privée, principe de libre association et principe de non-agression. Ouais. Et du coup, la seule vidéo que j'avais fait finalement sur ma série, c'était avec un libertarien. Finalement, le fait que il y avait d'autres personnes que j'avais contactées, mais qui m'avaient pas qui m'avaient pas répondu pour la plupart. Et peut-être que le fait que j'ai pas trop insisté, peut-être que ça dit des choses aussi. C'est vrai que à choisir, je m'oriente de plus en plus vers des visions de la société où simplement en fait on essaye de laisser les gens vivre et de pas décider autocratiquement, tu vois, depuis une posture haute et centrale, et même en termes de gestion de situations complexes, moi je fais le constat de plus en plus que même dans l'intérêt global, la gestion centralisée depuis un truc vertical comme ça, c'est ce qui est aussi la démocratie, hein, c'est supposé être le pouvoir qui vient d'en bas, mais avec un truc où à un moment on prend une décision avec quand même une autorité centrale qui est là pour rassembler les décisions. Pour moi ce truc là, au bout d'un moment juste ça ne fonctionne plus, et en fait on vit dans des sociétés qui sont trop complexes pour que ce genre de logique fonctionne. Et d'ailleurs c'est pour ça que des politiques ont essayé d'avoir une gestion très très centralisée de l'économie, comme l'URSS. En fait le système a fonctionné plusieurs dizaines d'années, mais qu'est-ce qui fait que le système fonctionnait? C'est parce qu'en fait les décisions qui étaient prises autocratiquement d'en haut
par des fonctionnaires de l'État qui souvent étaient très déconnectés des enjeux du terrain et qui ne permettaient pas une adaptation assez rapide à l'évolution de la situation. En fait, à toutes les échelles de décision, il y avait des gens qui trichaient pour faire en sorte que le truc fonctionne. Et c'est quelque chose que je viens de lire dans l'introduction de la pensée complexe d'Edgar Morin, où il explique comment est-ce que parfois les forces antagonistes d'un système sont précisément les forces qui permettent au système de se maintenir, parce qu'en fait, s'il n'y avait pas la triche, l'URSS se serait effondré beaucoup plus tôt. Et c'est parce que les gens s'arrangent avec les règles que le système tient. Et dans des organisations très centralisées comme ça fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont critiquer la triche et les arrangements. Mais en fait, c'est précisément parce qu'il y a de la triche et des arrangements que le truc tient. Et même à un moment, ça pose la question de est-ce que éthiquement, il faut pas accroître ses compétences en termes de triche si on a envie que de limiter les dégâts, quoi. Ça m'amène un peu à des questions autour de l'éducation et de qu'est-ce que tu peux faire dans l'éducation nationale ou même en dehors, quoi. Parce qu'il y a un moment, il y a des directives qui sont tellement absurdes que t'es obligé de jouer un peu avec ce truc-là. Oui, après, la triche, du coup, peut du coup renforcer les systèmes anti-triche. Et après, en fait, selon aussi comment la triche est reçue, il peut y avoir une espèce de pression qui est mise sur les conséquences, ou au contraire, ou en tout cas, alternativement à ça, il peut aussi y avoir des mesures qui sont prises de façon à intégrer ce que la triche sous-tend en termes de stratégie au corpus de ce qui peut être appris aussi. Par exemple, moi je pense notamment au fait que là, ces dernières années, les élèves dans l'éducation nationale peuvent faire beaucoup plus appel à Internet, voire à ChatGPT pour réaliser leurs travaux. Et qu'en fait, là où il y a quelques années, beaucoup de choses étaient considérées comme de la triche pour préparer des travaux personnels, maintenant ça peut être aussi encouragé, et même maintenant il y a des cours d'esprit critique, je crois, où on s'intéresse à comment est-ce qu'on fait des recherches, comment est-ce qu'on triangule des informations, etc. dans un contexte où il y a très peu de régulation, en tout cas la régulation de l'information est très peu opérationnelle. En fait, pour moi, le principal intérêt que ça peut avoir, le fait d'essayer de s'arranger avec le cadre, c'est simplement d'éviter la révolution. Parce que le problème, c'est que quand le truc fonctionne vraiment plus, on en arrive à des cadres, à une situation de crise systémique, comme on peut en vivre actuellement avec les élections. Là, il y a peut-être le Rassemblement national qui va arriver au pouvoir, du coup. Moi, personnellement, je serais surpris que ça change grand-chose, parce que de toute façon, je pense qu'actuellement, les décisions, majoritairement, sont pas prises à l'échelle de l'État. Et moi, j'avais un peu ce souci, en fait, déjà, quand... Et là, on va pouvoir recouper sur des exemples plus concrets, parce que j'ai pas mal d'anecdotes, en fait, de trucs que j'ai observés quand j'étais dans les milieux politiques et qui m'ont fait remettre progressivement en question des choses, parce que moi, comme beaucoup de militants, en fait, j'étais très idéaliste. Mon but, c'était d'avoir un impact concret, qu'il y ait un changement concret. Et je pense qu'il y a pas mal de militants de la... Comment dire ? Et les militants qui sont pas payés, qui sont pas professionnels, qui sont dans cette idée-là. Et d'ailleurs, il y a un peu un truc où, pour moi, en fait, les militants sont un peu niqués. C'est-à-dire qu'en fait, on a des gens qui font ça pour les convictions, sur leur temps libre, gratuitement, et qui quelque part font une bonne partie de la communication de gens qui font ça parce que c'est leur métier, qui sont dans des logiques de jeu d'appareil et qui recherchent essentiellement le pouvoir et à conserver des postes. Et éventuellement, il y a cette idée que si j'ai le pouvoir, je vais peut-être pouvoir avoir un impact. Mais concrètement, pour moi, on a beaucoup en fait des gens très idéalistes et pas très pragmatiques qui bossent bénévolement pour des gens cyniques qui cherchent le pouvoir et l'influence, quoi. Et il y a ce côté un peu malsain, et il y a cette coupure, on va dire, entre la base militante et la tête. D'ailleurs, moi, à l'époque, j'avais commencé par être militant à la France Insoumise, et en 2016-2017, effectivement, quand ça avait été lancé,
Je pensais assez naïvement que c'était un mouvement qui voulait sortir de ce genre de logique, et puis bon, finalement, avec le temps, on s'est rendu compte que le même genre de choses se reproduisait. Et par rapport à moi, le truc en fait qui me dérangeait beaucoup, c'était par rapport à la question de la cohérence. C'est-à-dire que en fait, j'ai une vision souvent assez analytique des situations, et pour moi, à un moment, en fait, si on veut réussir à obtenir quelque chose, il y a certains points fondamentaux sur lesquels on ne peut pas transiger. C'est-à-dire que moi, déjà, quand j'ai commencé à militer, une question qui était très importante pour moi, c'était la question de la souveraineté nationale, qui me faisait du coup être assez hostile à l'Union européenne, et non pas pour des raisons nationalistes ou je ne sais quoi, ou voilà, mais tout simplement parce qu'à un moment, ça me semblait être juste de la logique de base. Si on prétend voter et prendre des décisions politiques à l'échelle nationale, eh ben, pour pouvoir le faire, il faut simplement que ce soit possible par le cadre politique dans lequel on est. Et concrètement, actuellement, une grosse partie de la souveraineté nationale n'existe plus, puisque les décisions se prennent à l'échelle internationale européenne. Et donc pour moi, en fait, il y a un moment, il y avait une logique de base qui était de dire, en fait, les choses qui sont dans le programme de la France Insoumise, si tu veux les appliquer, nécessairement, mécaniquement, tu dois sortir de l'Union européenne. Donc en fait, ça ne peut pas être juste une variable d'ajustement pour des jeux d'appareils et des calculs politiques, en mode, bon, bah, effectivement, les gens de la gauche plus modérée, ils sont plus européistes, donc peut-être qu'en fait, cette mesure-là, on peut revenir dessus, ou la relativiser, parce que ça nous attirera des voix, et tout. Moi, je suis là, genre, je comprends la logique stratégique on modifie des petits trucs, on fait des compromis pour essayer d'attirer des gens, mais en fait, à un moment, il y a certains trucs sur lesquels on ne peut pas faire de compromis, sinon ça veut juste dire qu'on est des hypocrites. Et qu'on fera absolument rien de ce qu'on a prévu de faire. Et le truc, c'est que, en fait, le système de la démocratie, la façon dont la politique se déroule aujourd'hui, fait simplement que, en fait, en général, on discute pas sur le fond, on discute sur des trucs qui relèvent de valence émotionnelle et de préférences un peu intuitives, qui permettent d'attirer des voix. Et du coup, si les gens se disent bah effectivement l'Europe c'est bien parce que on est tous ensemble, et voilà, le nationalisme c'est le repli sur soi, bah tous les enjeux de souveraineté et tout, ils sont souvent même pas abordés, parce qu'en fait on reste dans des problématiques très simples. Ouais. Et j'observais beaucoup en fait cette logique de pouvoir et de stratégie pour obtenir le pouvoir, qui finalement se fait totalement au détriment du fond, que ce soit pour des raisons hypocrites, que ce soit pour des raisons de manque de connaissances, ou que ce soit pour des raisons simplement de mais moi à la fin je suis un politicien de métier, je veux avoir des postes quoi, et je veux avoir des financements. Et du coup ça m'amène en fait à ce que je voulais aborder, qui est que la politique, c'est un système de gens qui se regroupent parce qu'ils se disent ensemble on va pouvoir changer les choses et faire en sorte que la situation soit meilleure pour tout le monde à une échelle collective. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'arrivée, l'objectif numéro 1 de l'activité politique, c'est avant tout la recherche du pouvoir. La recherche du pouvoir, pourquoi ? Pour après, éventuellement, peut-être changer les choses. Et l'objectif numéro 1, c'est la recherche du pouvoir. Et du coup, l'essentiel de l'énergie et l'essentiel de ce qui se passe dans la politique relève de comment est-ce qu'on va obtenir le pouvoir. Et pour moi, ça pose énormément de soucis. Oui. Après, du coup, quand je suis petit à petit, j'ai commencé à prendre du recul par rapport à la politique, et il y a eu un moment où, quand je suis passé à la fac, il y avait j'ai de plus en plus commencé à utiliser la politique un peu comme une façon de sociabiliser, qui à mon avis est d'ailleurs en réalité le principal intérêt du militantisme politique. C'est-à-dire qu'en gros on se raconte en fait qu'on fait ça pour changer le monde et tout, mais en réalité c'est parce qu'on cherche des potes qui pensent comme nous, et on a envie de discuter sur certains sujets, et voilà, c'est un truc qui en réalité est très social, et moi ça m'a apporté beaucoup de choses, mais sur le plan social quoi, pour nouer des contacts, après t'as besoin d'être sur X ou Y truc, en fait t'as des gens que tu peux contacter, enfin, c'est un peu du réseautage en réalité. Et c'est vrai que moi à la fac j'ai commencé à le prendre un peu comme ça, et il y avait pas que ça, il y avait encore certains trucs où j'avais envie d'avoir un impact, mais moi j'étais à la fac de Nanterre, et en fait ce qui m'insupportait, c'est qu'il y avait très régulièrement
des gens d'extrême gauche en fait qui faisaient des interventions sauvages pendant les cours, qui bloquaient les partiels, qui dégradaient la fac et qui faisaient tout un certain nombre de choses en fait qui à mon sens limitaient la liberté d'expression sur plein de sujets et en fait je les trouvais très pénibles et je les trouvais tellement pénibles que lors de ma L2 en fait il y a la cocarde étudiante qui a commencé à s'implanter, ou en tout cas essayer de s'implanter, à faire un groupe dans la fac de Nanterre, et moi j'avais un peu un truc où je me disais, bah en fait j'aime bien discuter de sujets politiques, bon, avec la gauche je n'y arrive pas, parce que dès que j'ai envie de commencer à réfléchir un peu, ça part dans l'attaque personnelle et on essaye de me faire taire, bah du coup essayons avec la droite, et moi j'ai trouvé la droite beaucoup plus ouverte à la liberté d'expression en fait, et c'est ça qui est intéressant. Et du coup c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé à intégrer la cocarde étudiante, c'est que au fond l'aspect nationaliste ça m'a jamais vraiment parlé, genre j'ai pas ce truc de ouah la France et tout. J'espérais pas avoir un impact à l'international, mais à la limite je me disais peut-être que ça peut permettre d'avoir un peu plus de liberté au niveau de la fac déjà, tu vois. Bon. Et après je me suis rendu compte que bah c'est marrant parce que même à la cocarde il y avait un peu des logiques de trucs de gens qui sont là ouais mais c'est marrant, moi le problème que j'ai eu beaucoup avec la cocarde c'est que je l'ai trouvé trop tiède en fait, tu vois. C'est ouais non mais c'est vrai parce que c'est tu sais on dit c'est l'extrême droite machin, mais moi il y avait des moments j'étais en mode genre ça vous dit on essaye de mettre en place un peu des stratégies pour pouvoir tracter et communiquer et avoir le droit de dire des trucs alternatifs un peu sans se faire bloquer directement par l'extrême gauche, et j'avais quelques idées de comment est-ce que par exemple on aurait pu en fait se répartir sur différents groupes qui se déplaceraient parce que le campus était assez grand, et faire des trucs un peu en mode genre vu qu'à chaque fois ils faisaient un gros groupe pour essayer de nous virer, je me disais en fait si on fait un truc un peu éclaté comme ça et on se déplace, peut-être on peut les faire tourner en bourrique. Mais bon après les quatre ça les intéressait pas, et puis c'était des trucs de on fait pas trop de vagues machin, c'est marrant, il y avait beaucoup un truc de on fait pas trop de vagues, et puis je crois que derrière il y avait un peu des logiques de en fait t'avais des gens, leur projet c'était un peu de se faire intégrer genre dans des trucs genre le Rassemblement National ou des machins comme ça. Après ils étaient dans des trucs en mode je vais essayer d'avoir une image suffisamment clean pour que je puisse assurer ma carrière par la suite, et on en revient à la thématique principale. Bah d'ailleurs moi je connais un mec, c'était Stanislas Rigaud je crois, qui est devenu un gars assez important dans le parti Reconquête d'Éric Zemmour. D'ailleurs je sais pas s'il est toujours important aujourd'hui, j'ai pas trop suivi l'affaire, mais c'est un gars que j'avais croisé par exemple à la cocarde étudiante de Nanterre, tu vois. Donc il y a des logiques voilà c'est ça. Ouais c'est ça, c'est on en revient à l'idée que si la priorité c'est prendre le pouvoir, il va s'agir de réseauter et donc de lisser nos intentions enfin par lesquelles on justifie notre envie de prendre le pouvoir. Et du coup ouais enfin cette manière-là d'envisager la politique limite intrinsèquement le champ de ce qui peut être entrepris quoi. Et en plus c'est vrai que c'est assez fascinant d'observer de l'intérieur, parce que enfin sur plusieurs aspects, déjà sur l'aspect de moi j'ai vu énormément de parallèles dans les dynamiques sociales entre des courants politiques très éloignés, c'est-à-dire que t'as quand même des logiques communes qui se retrouvent dans comment tu t'opposes aux autres, comment est-ce que comment tu t'organises pour essayer d'obtenir de l'influence et tout. Oui, et aussi au niveau de un peu ce grand écart entre des gens qui parfois peuvent avoir des positions incroyablement radicales. Franchement, genre même moi ça me foutait vachement mal à l'aise sur certains trucs, et pas tout le monde hein, mais certaines personnes, et en même temps quelque chose qui va souvent être très tiède dans l'action, tu vois. C'est très étonnant un peu le contraste, mais je pense aussi que ça correspond à différentes populations qui se rencontrent au même endroit, tu vois. Un truc que j'avais noté pour l'anecdote aussi, une différence par contre que j'avais noté entre la droite et la gauche, c'est que moi la gauche j'ai observé qu'il y avait beaucoup une logique quand même qui tendait vers le radicalisme,
avec un truc de si c'est pas assez de gauche, c'est pas bien. Ouais. Et la droite, c'était l'inverse. C'est que j'ai remarqué que t'as plusieurs strates de droite. T'as un peu genre, je pourrais le résumer rapidement, mais t'as un peu la droite molle centriste, t'as la droite un peu plus assumée, les républicains, machin, type Fillon et tout. Après, t'as un peu l'extrême droite socialiste à Marine Le Pen, t'as une extrême droite plus, je sais pas si on pourrait dire libérale, mais peut-être plus en tout cas, du coup, ce serait pas libéral, mais ça, comme la politique que voulait mener Fillon, là, un truc genre en mode on réduit les coûts et tout. Ouais. Comment ça s'appelle déjà? Enfin voilà, donc après t'as Marine Le Pen qui finalement sur entre guillemets l'extrême droite est une des plus modérées. Après tu vas avoir des trucs plus à la Marion Maréchal, à la Zemmour, à la Le Pen père, et puis en fait t'as encore des strates après, c'est-à-dire après Lesquin, tout ça. oui, mais t'as aussi, moi j'ai découvert les courants royalistes, il y a pas mal de royalistes à la Cocarde, et c'était marrant parce que moi c'était un milieu que je connaissais pas du tout, et du coup moi je me retrouvais au milieu de gens par exemple qui faisaient des débats en mode en fait t'avais différents courants royalistes en fonction de quelle personne était considérée comme légitime pour accéder au trône de France, tu vois, et t'avais des débats comme ça avec les orléanistes, les je sais plus quoi, les napoléoniens, je crois qu'il y en avait pas trop, mais je sais que c'est un truc qui existe aussi. T'as des gens qui voudraient un nouveau l'héritier de Napoléon au pouvoir, et t'as vraiment genre t'as des guerres de partis un peu comme ça, et des débats sur c'est marrant, plus tu creuses la politique, plus tu découvres des sous-milieux. Ah bah oui, d'ailleurs, moi j'étais tombé sur un truc il y a pas longtemps avec un ami, c'était l'anarcho-royalisme. Alors on a pas plus creusé que ça, mais rien que conceptuellement, ça m'avait l'air intéressant. Il y a des gens qui m'avaient dit, ouais, le royalisme c'est l'anarchisme plus 1, quoi. Ok, avec cette idée que ça répondrait à une espèce de tendance naturelle de l'humain de se sentir, enfin de vouloir je sais même plus jamais se un mot regrouper creusé autour d'un leader issu de droit divin, je sais pas quoi. je crois, je sais même plus, mais je crois que c'était une logique de t'as une personne en fait qui est investie dès la naissance pour ce poste-là, et en gros l'idée c'est un peu de créer alors pour utiliser du vocabulaire hypnopsychologisant, ce serait de créer une transidentification entre la patrie, l'État on pourrait dire, et la personne, et qui fait que vu que la personne se vit comme étant intégrée à l'entité France, bah, elle considère que le destin de la France est son destin, tu vois. Ouais. Et du coup, ça fait qu'il y a une vision beaucoup plus long terme, souvent c'est ça l'argument. Et avec après des logiques de, moi j'avais assisté à des conférences, je crois que c'était genre Cercle Aristote ou je sais plus quoi, où il y avait des gens qui étaient en train de dire, il faudrait créer un nouveau, je sais même plus comment ça s'appelait ce système, mais c'était genre un truc avec des seigneurs et un peu des contrées qui sont dispatchés, une espèce de fédéralisme un peu à petite échelle, tu vois. Et apparemment c'est un truc qui était utilisé pendant l'époque féodale. Ah oui, voilà, il disait il faudrait créer un néo-féodalisme. Tu vois, il y avait des gens qui travaillaient là-dessus. D'accord. Tu vois, c'est intéressant parce que tu découvres toujours des nouveaux trucs. Et oui, alors je parlais des différentes strates, donc ouais, t'as de droite modérée, droite plus dure, Marine Le Pen, après Le Pen père, voilà. Après t'as les royalistes, et puis à la fin tu tombes sur des gens genre le GUD, les Zouaves, des gens en fait qui sont pour moi c'est un peu la frange, c'est très proche en réalité de certains mouvements anarchistes de gauche basés un peu sur les actions violentes, la dégradation, les attaques d'opposants politiques et qui sont un peu héritiers de ce qu'on appelait l'anarchisme par la propagande par le fait au début du XXe siècle. Bah en fait t'as le pendant à droite et eux en fait c'est cette toute petite minorité violente qu'on aime bien souvent, que différents partis aiment bien associer à l'extrême droite en général. Ouais. C'est un truc qui existe en fait, mais c'est vraiment un truc qui est t'as peut-être quelques, je sais pas, en Île-de-France t'as peut-être quelques centaines de personnes qui sont vraiment investies dans des trucs comme ça, tu vois, max. Et donc oui, eux c'est les gens en fait qui éventuellement vont participer à des ratonnades ou qui vont s'attaquer à des militants d'extrême gauche et tout, qui vont attaquer des bars, mais en réalité quand tu creuses c'est très les violences sont très mutuelles.
franchement, ça me paraît pas du tout évident qu'en fait ces gens-là seraient plus violents que l'extrême opposé. En réalité, c'est souvent un peu des jeunes très en recherche de sensations fortes et d'action et dans un truc de grosse identification et d'esprit de groupe, qui ont envie de se sentir vivants en luttant contre quelque chose, quoi. Moi, c'est beaucoup ce que j'observe à droite comme à gauche. Et je dirais même qu'à la limite, il y a peut-être des gens qui vont trouver choquant ce que je dis, mais à la limite, je m'en fous. Je trouve que quelque part, souvent, cette extrême droite, elle a plus de courage parce qu'elle est généralement plus minoritaire en nombre que l'extrême gauche, et je trouve que, quand il s'agit d'aller à la bagarre, tu vois, quand t'es moins nombreux, enfin, ce qui empêche pas après des trucs assez moches, où, souvent, en réalité, même si, dans la population globale, t'es moins nombreux, à un moment, quand tu peux te regrouper pour attaquer un groupe plus petit, enfin, mais là, après, on retourne dans des logiques un peu de racaille, quoi, tu vois, Mais alors du coup, ce qui est amusant, c'est que là où à l'extrême gauche, il y a un peu une volonté de se radicaliser, à l'extrême droite, il y a des cordons sanitaires à chaque fois. Et t'as 6 ou 7 cordons sanitaires différents, et c'est toujours le truc de nous ça va, mais on s'associe pas avec les gens qui sont juste à notre droite. Ouais. Mais peut-être que simplement le fait d'être de droite est mal vu de manière générale, et du coup tu peux appliquer la logique de manière similaire à gauche et à droite selon là où tu passes ton curseur. Peut-être qu'à différentes époques la logique était inversée, je sais pas. En tout cas, il y a quand même l'idée que si tu veux à un moment donné justifier ton existence par ce que t'apportes au monde, il faut que tu puisses te distinguer de ce qui te semble habituel dans ton milieu, et du coup potentiellement en fait tu retrouves cette même logique de radicalisation vers la gauche, aussi à droite, mais du coup par des personnes qui du coup viennent de plus à droite encore dans le spectre, historiquement ou au niveau familial, je sais pas, je pose cette hypothèse. Pour le coup j'ai assez peu côtoyé Et comment t'expliques les environnements de droite. Comment t'expliques qu'il y a beaucoup plus cette logique de cordon sanitaire à droite qu'à gauche? Mais parce qu'en fait ce que je dis, c'est que moi j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est qu'en gros tu te dis en gros il y a le centre, et après on peut aller plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Ouais. Mais moi en fait ce que je dis, c'est que si on regarde le truc de manière globale, en fait simplement les gens à gauche, les gens qui sont à peine plus à droite qu'eux mais qui seraient quand même à gauche, oui. Ils ont aussi la même espèce de cordon sanitaire où en fait tu sais c'est le fameux propos qui dit que il y a des gens à gauche pour qui tous les gens qui pensent pas exactement comme eux sont fachos. Moi j'ai un exemple très concret, c'est-à-dire que c'était la manifestation de septembre 2017, après les législatives de 2017, organisée par la France Insoumise, qui avait ramené pas mal de monde. Moi je me rappelle que à la fin, en fait t'avais tout le monde qui était réuni sur la place de la Bastille, je crois, et t'avais Mélenchon qui avait fait un speech et tout, voilà. Puis à la fin tout le monde se disperse, et puis je suis en train de rentrer et je vois je sais pas quoi, des sortes de c'est pas vraiment des barricades mais des trucs en métal là, les barrières en métal qui sont un peu dans tous les sens et tout, et t'as des trucs au sol avec marqué genre Mélenchon facho, des machins comme ça, et après je me suis informé un peu, et apparemment t'as eu une attaque d'Antifa qui ont foutu le bordel dans le truc. Je sais plus si c'était avant que j'arrive ou si je l'ai juste pas vu, mais en tout cas oui, t'avais la même logique. Je me rappelle aussi j'ai d'autres anecdotes comme ça. J'ai une autre manif de la France Insoumise. À un moment, t'avais un stand de la France Insoumise comme ça sur un des côtés de la manif, et moi je m'étais arrêté un peu pour discuter avec des gens. Et puis t'as un type qui sort de nulle part comme ça, et qui fend la foule, tu vois, et qui chope un drapeau français, qui l'arrache et qui se barre avec. Et parce qu'en fait, il y avait un drapeau français, et c'était déjà trop nationaliste, tu vois. C'est toujours cette même logique, tu vois, mais il a ouvert le peuple en deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, pour certains, France Insoumise, c'est réac et tout, quoi.
Je pense, d'ailleurs, c'est beaucoup pour ça que la France Insoumise a essayé de beaucoup plus s'entourer d'indigénistes et de machins, parce que en 2017, il y avait ce truc un peu de faire du souverainisme de gauche et du populisme de gauche machin, mais apparemment, en fait, je crois que ça venait même pas d'une volonté de la base électorale, mais que ça venait d'une volonté des têtes. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait pas mal de têtes du parti qui étaient très indigénistes, woke machin, et l'électorat pas trop. Mais vu que c'est les têtes qui décident et qui font un peu de l'entrisme et des trucs, oui, bah moi j'avais un peu une vision naïve aussi de la politique à l'époque, et puis c'est genre après les élections, t'as le parti qui fait quasiment 20%, et puis t'as une réunion, tu vois, et puis t'as 15 personnes qui arrivent qu'on n'a jamais vues avant, et salut, coucou, on est là, alors en fait, là, on vient un peu de ici, de là, on a plein d'idées pour la France Insoumise et tout, et en fait, on m'a expliqué après, c'est genre des gens qui se ramènent parce que ça a marché pour faire de l'entrisme, et pour essayer de modifier la ligne, quoi. T'as plein de trucs comme ça. Tout ça pour dire quoi? Globalement, on est sur la recherche et l'accès au pouvoir qui prend le pas sur les velléités initiales qui justifiaient en amont l'objectif de la prise de pouvoir. Ah bah tiens, j'ai une dernière anecdote qui illustre très bien ce principe et qui va me permettre un peu de faire le lien avec la suite de ce que je voulais aborder. C'est genre on tractait pas mal sur les marchés, et du coup tu vois, alors il y a le stand de la France Insoumise avec plus de gens de la France Insoumise qui sont là avec les trucs machin pour les pauvres, pour rehaussement du SMIC, enfin je sais plus trop ce qu'il y avait, mais les trucs habituels. Et puis bon, tu vois qu'il y a un SDF qui mendie genre à 10 mètres de là, et puis t'as 20 insoumis et t'en as pas un qui va lui filer une pièce, quoi. Je me dis c'est amusant quand même, c'est bon. Et ça pose un peu la question finalement de l'action concrète. Moi je sais que la seule fois où dans un parti politique j'ai eu des gens qui ont été en mode ça vous dit là, genre on fait un groupe et puis on va apporter de la bouffe à des SDF et des trucs comme ça. Maraudes. Ouais, des maraudes, bah, c'était à la Cocarde étudiante, tu vois. D'ailleurs, c'est un truc, je sais pas trop si ça s'est trop refait. Moi, je sais que j'avais pas participé, du coup. Je suis pas forcément dans la vie sociale que ça, en réalité, tu vois. Mais peut-être que ça s'est refait un peu, mais en tout cas, je sais que c'était un truc qui avait été proposé, mais pas la France Insoumise, bizarrement. Et moi, ça m'amène au fait qu'à un moment, genre, parce qu'après, il y a toujours le truc qu'on va dire, oui, mais alors finalement, y a les gens qui critiquent la politique, ces jeux de parti, il y a une forme de cynisme ils sont tous pourris, on peut rien faire. Bah, moi, j'ai envie de dire, déjà, c'est pas forcément qu'ils sont tous pourris, mais c'est juste qu'il y a une logique de pouvoir qui implique des formes de stratégie, de rapport de force qu'on juste rien à voir avec l'action concrète, mais c'est parce que simplement c'est foutu comme ça. Et moi, je pense que t'as certaines personnes, en fait, qui se mettent à faire de la politique avec les meilleures intentions du monde, et puis à un moment, elles se retrouvent toujours un peu dans ce truc de je dois composer avec mes alliés, je dois avoir un discours qui est audible pour l'électorat et qui va me permettre d'avoir des voix et tout. Je dois composer avec des forces qui sont pas d'accord avec mes idées et trouver des compromis parce que voilà. Et puis il y a toujours des trucs un peu de quand tu as le pouvoir, tu peux facilement te faire entraîner et tout. Enfin, Et puis moi ça m'amène à quelque chose, c'est que quand tu parles de personnes qui initialement sont plutôt idéalistes et veulent aller au bout de ce qu'elles veulent proposer, c'est que c'est pour moi en fait justement quand on arrive dans le domaine de la philosophie politique, il y a plein de choses sur lesquelles on peut pas faire dans la demi-mesure. Justement. Tu peux pas, par exemple, tu ne peux pas à moitié respecter le droit naturel. Ouais. Tu vois. Et donc, si tu veux, enfin, le simple fait de passer par un système d'élection basé sur de la coercition, enfin, comment dire, dont les résultats vont définir de quelle manière on va appliquer de la coercition sur la population.
Bah, il y a une contradiction intrinsèque et du coup potentiellement en fait c'est la recherche même de la prise de pouvoir qui finalement aboutit à l'inverse parce qu'en fait dans un milieu où tout le monde veut prendre le pouvoir sur tout le monde, en fait la concurrence est la concurrence est telle que il faut composer d'une manière qui n'implique pas ou peu la violence physique directe par rapport à ses opposants. Et du coup ouais, enfin la nécessité du réseautage limite grandement l'applicabilité de quoi que ce soit, quoi. Bah, en tout cas, je trouve qu'on en arrive à une logique où à partir du moment, en fait, il y a simplement des choses qu'on ne peut pas faire dans le système de vote et même dans le système démocratique actuel, voire démocratique tout court. Il y a des choses en fait qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a toujours ce postulat jamais réellement questionné de il doit y avoir une décision collégiale qui s'applique sur un très grand nombre de personnes et qui va être forcée par une puissance quelconque, que ce soit une puissance populaire ou une puissance autocratique ou oligarchique ou quoi, mais en réalité, quand on est pas trop naïf et qu'on creuse un peu dans ce qui se passe vraiment, et, en réalité, même quand c'est soi-disant démocratique, il y a toujours des gens en fait dont le rôle c'est de faire en sorte que l'agrégat ou le soi-disant agrégat des décisions collectives soit appliqué concrètement. Et ça induit toujours un certain nombre de rapports de force. Enfin, quelque part, moi, je voyais donc dans les milieux de gauche, on critiquait beaucoup, par exemple, le fait que tu puisses avoir des industriels qui aient une influence sur la politique. Comment on appelle ça déjà? Les lobbies. Oui, le lobbyisme, voilà, il y a une critique du lobbyisme. Mais en même temps, enfin, il y a aussi un truc de genre, à un moment, quand t'es dans les réseaux de pouvoir, quand tu fréquentes un certain nombre de personnes, quand on t'invite à des dîners, tout gratuitement, que les gens sont sympas avec toi, et qu'on te dit oui, mais alors vous comprenez, nous machin, quand même, il y a un truc éthique derrière ce qu'on veut faire et tout, et voilà, ça pourrait être bien que vous avantagiez plutôt tel type de produit. Ça peut être des trucs genre, ça peut être des trucs plus ou moins discutables, ça peut être des trucs genre ouais, nous on fait des vélos électriques, on fait des machins, on veut construire des éoliennes et tout. Ouais, on va foutre des éoliennes absolument partout. En fait, quand on creuse un peu, c'est pas si rentable que ça, et machin, et ça utilise plein de trucs non renouvelables. Non, mais c'est pas grave. Et puis voilà, je comprends que les gens ils se fassent un peu entraîner dans cette logique. C'est pas forcément juste pervers et malveillant, ça peut l'être, mais c'est pas obligatoire. À un moment, tant que t'es dans cette logique, il y a plein de trucs qui sont pas possibles. Et surtout, c'est pour moi, c'est un peu une forme de façon explicite ou implicite. Hein. C'est une façon, pour moi, toute la politique en réalité, elle consiste globalement à mettre plein de gens dans une forme d'impuissance apprise, dans une forme d'inaction, d'impossibilité d'action, tout en leur donnant l'impression qu'ils ont le pouvoir. Et pour moi, vraiment, genre la démocratie telle qu'elle est pratiquée actuellement, et probablement dans une moindre mesure, mais quand même telle qu'elle pourrait être appliquée, peu importe le système. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que, en gros, il y a des gens qui voudraient que les choses changent concrètement dans leur vie, et on va dire, ok, mais seulement quand suffisamment de gens seront d'accord, et seulement à certaines périodes bien précises où on va te donner le droit de t'exprimer. Et en plus, cette impuissance apprise va renforcer l'implication, en tout cas dans un premier temps. Des personnes dans cette stratégie précise parce qu'elles vont se raconter que c'est le moins pire de la manière qu'elles peuvent avoir de réagir à la situation, dans le sens où c'est soit ça soit rien. Et puis mais bon, cela dit je pense que les gens y croient de moins en moins et que c'est ce qui est en train de se passer, que l'abstention est en train d'exploser le plafond. D'ailleurs, enfin ouais, moi ce que je pense qui va être intéressant, c'est de voir l'après-RN, parce qu'en fait, pour moi, le RN, il va avoir le pouvoir, et si c'est pas dans quelques jours, ce sera en 2027, ou peut-être même après, mais en tout cas, vu qu'il y a une crise systémique, et vu que cette crise n'est pas résolue et qu'elle fait que empirer, nécessairement, les personnes qui émergent, et qui ont l'air d'avoir relativement des chances d'accéder au pouvoir, et qui proposent une vraisemblable alternative,
mécaniquement, tôt ou tard, elles vont obtenir le pouvoir. Et si c'est pas le RN, ce sera un autre parti, mais c'est bien parti pour être le RN, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça va être l'après-RN. Parce que, en fait, il y a un moment, pour moi, il y a un peu de possibilités. C'est-à-dire que, soit, comme d'ailleurs, le craignent beaucoup, pas mal de gens de gauche, soit, en fait, on est dans une sorte de stratégie de, on est tout mignon, tout gentil, pour obtenir le pouvoir, et après, ça va être le nouveau Reich ou je sais pas quoi, tu vois. Soit il y a un truc comme ça, mais à mon avis, même si c'était vraiment le plan, je pense que ce serait compliqué à mettre en place, parce que tu vas pas instaurer le Reich comme ça, surtout avec enfin, toute la charge historique. Je veux bien que le barrage il soit un peu effondré, mais mais il s'est effondré aussi parce que la communication s'est policée, tu vois. Si dès demain ça part en mode Reich, je pense que ça va créer un gros bordel, quoi. Enfin, il y a cette possibilité-là, et puis l'autre possibilité qui me semble beaucoup plus probable, c'est qu'en fait, ça va faire exactement comme tous les autres partis. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que le RN monte, c'est parce que je pense qu'ils ont donné un certain nombre de garanties qu'ils voulaient éviter de remettre en cause certains trucs qui sont trop importants dans le fonctionnement global de la politique actuelle. En gros, ils ont donné un certain nombre de tickets, et je pense qu'il y a de plus en plus de gens avec du pouvoir économique et de l'influence qui se disent après tout le RN peut-être on peut réussir à faire avec. Je pense que c'est ça aussi qui fait que le RN gagne en influence, qui sont plus invités dans les médias, que voilà. Il y a un truc de ok c'est le renouveau mais pas trop, quoi. Et moi je pense qu'on va vraiment on va se retrouver dans une situation où ça va faire comme avec l'alternance gauche-droite avant, c'est-à-dire qu'on va avoir un RN au pouvoir qui va faire globalement à peu de choses près la politique qu'on avait déjà avant. Ce qui va changer, c'est probablement qu'on va plus facilement pouvoir critiquer l'immigration, on va avoir des nouvelles polémiques sur... a priori, la remise en cause du mariage homosexuel, je crois que c'est même plus d'actualité. Peut-être qu'on va pouvoir reparler des burqas, du port à la cantine, de trucs un peu à la con comme ça. Et puis voilà, donc les gens de droite seront peut-être contents parce qu'ils se sentiront plus autorisés à parler de certains sujets. Puis moi je crois que ça va être un peu ça. Ça me semble pas absurde. Je pense qu'on va peut-être faire de la com sur renforcer la police. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont bouger un peu, je suis même pas sûr. Puis il va sans doute y avoir des changements, mais je pense qu'il va pas y avoir des changements vraiment profonds, quoi. Et que globalement ce sera dans une certaine continuation quand même, qu'il y aura pas beaucoup de ruptures. Non, oui, ça me semble assez bien parti pour, en fait. C'est globalement, je veux dire, la plupart des personnes qui ont actuellement du pouvoir ou de l'influence vont à peu près maintenir le statu quo aussi, mais en se partageant les postes et donc les gains différemment, quoi. Et du coup, oui, ça me pose la question donc de l'après-RN et de est-ce que combien de temps est-ce qu'on va encore tourner dans un truc comme ça? Est-ce que le PS va revenir miraculeusement? Est-ce qu'on s'oriente vers une potentielle révolution réelle? Après, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la révolution, mais que globalement, on vit dans une société qui a un niveau qui a un niveau de confort qui est trop élevé, en fait, pour qu'on vive des révolutions comme il y a un siècle, tu vois. Et où, sinon, il y a la possibilité, en fait, d'augmenter l'organisation hors système. Et moi, je vois un certain nombre de choses qui se développent de plus en plus. Mais évidemment, c'est pas des choses dont on parle dans les médias, en général, et c'est des trucs dont on entend parler, en fait, quand on traîne dans les bons réseaux, quoi. Ouais. Notamment tout le développement de Bitcoin, tout le développement d'un certain nombre de réseaux de services divers et variés, de particulier à particulier. Voilà, moi je vois beaucoup de choses comme ça. Oui, ça pour le coup, ça me semble assez probable parce que même dans mon entourage proche depuis quelques années, je vois un petit peu plus de gens qui rejoignent ce genre d'initiative, un petit peu de tous les côtés. Moi j'ai beaucoup vu le développement des éco-villages, le développement des écoles alternatives. Enfin d'ailleurs en fait j'en ai déjà un peu parlé des écoles alternatives, c'est très dommage parce qu'en fait il y a eu un boom très rapide et puis avec le boom il y a eu la répression qui est arrivée, soi-disant pour lutter contre le fondamentalisme, mais je trouve que le timing est assez questionnant, on va dire, quoi. Voilà,
Voilà, surtout quand là j'apprenais, je pense que je pense que je vais faire une vidéo à part dessus, mais là j'apprends que apparemment ils vont fermer les listes autogérées de Paris, et ça participe d'une tendance générale comme ça où j'ai l'impression qu'on essaye de réprimer un peu des groupes qui essayent de fonctionner à leur façon dans leur coin et qui en général ne font pas chier les autres. Mais je pense qu'en réalité justement tant que les gens sont en train de débattre, de râler, mais qu'il se passe rien, c'est pas un souci, tu vois. Ça fait de l'animation, on a l'impression qu'il y a des tensions, et j'ai même envie de dire qu'en fait, tant qu'il y a du débat, tant qu'à la télé on peut dire la montée de l'extrême droite, ou même la montée de l'extrême gauche, ou est-ce que mariage homosexuel, est-ce qu'il faut l'autoriser, est-ce qu'il faut pas l'autoriser, en fait, tant qu'on peut avoir ce genre de débat, ça maintient une illusion de il se passe des trucs, tu vois. Mais en fait ça reste du débat, ça reste du blabla. Et les gens, ils sont là, ils attendent, il se passe rien. Et ce qui est terrible, c'est qu'avec la politique, on a des dizaines de millions de personnes, littéralement, toute leur vie, elles vont attendre le truc de la prochaine élection présidentielle, mon parti va passer, et là il y a vraiment les choses qui vont bouger, tu vois. Et toute leur vie, elles sont dans cette logique de, il y a un truc à l'extérieur qui à un moment va se passer, ou peut-être je vais compter pour un 30 millionième de voix, parce que pour moi c'est aussi ça la dinguerie, tu vois. C'est un truc sur lequel j'avais envie d'appuyer, la dinguerie de, à un moment, ce qui différencie la démocratie de la dictature dans nos représentations actuelles, c'est que avant, on t'imposait le fonctionnement de la société, ce que tu devais faire dans ta vie et tout, voilà. Maintenant on te l'oppose toujours, mais tu comptes pour un 40 millionième dans la décision, tu vois. T'as un 40 millionième de pouvoir, toi, en tant qu'individu. Et ça c'est la différence avec le totalitarisme, la barbarie et tout, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est juste à un moment, faut poser le truc. L'horizon de votre pouvoir dans le système démocratique, c'est un 40 millionième de la décision qui va s'imposer à vous. Et il y a des gens, ils disent non, mais après tout, ok, c'est legit, faut bien qu'on se mette d'accord ensemble. Et puis je pense qu'il y a un peu l'espoir que même si ma voix compte pas vraiment, vu que c'est la voix de gens comme moi qui va compter globalement, la voix de gens comme moi va plus aller dans mon intérêt que la voix de la majorité. Je suis plutôt d'accord avec cette idée, mais en tout cas, on reste quand même globalement. Enfin, bon, déjà, je trouve que c'est pas si vrai que ça, parce que du coup, ça valide aussi énormément de dynamique d'effets de groupe. On se regroupe contre une population qu'on n'aime pas et tout, qui est minoritaire, donc ça valide vachement ces trucs-là. Peu importe que la population soit les étrangers, les riches, les chômeurs, peu importe. Et puis il y a ce truc de, en gros, moi j'ai l'impression que les gens, au moins, comment on pourrait dire, au moins inconsciemment, en fait, ils cherchent pas réellement à avoir le pouvoir. Ce qu'ils veulent, c'est simplement que le pouvoir qui s'applique sur eux soit pas trop corresponde suffisamment à ce qu'ils espéraient pour que ça les dérange pas. Et moi je crois qu'il y a qu'une minorité de personnes qui sont réellement prêtes à avoir du pouvoir sur leur vie et à en assumer les conséquences. Parce que c'est aussi ça l'intérêt en fait d'avoir une gestion centralisée qui vient du haut, c'est que on peut râler autant qu'on veut. Oui. Et de toute façon, vu que c'est jamais nous qui décidons, bah c'est jamais de notre faute. Ouais, tout à fait. Alors que le jour où c'est toi qui prends des décisions pour toi, bah si ça se passe mal, tu peux t'en prendre qu'à toi. Et ça tient peut-être justement au fait que énormément de gens croient mordicus au libre arbitre. Et du coup, dans un contexte où on croit au libre arbitre, il vaut mieux pour préserver son estime de soi, il vaut mieux déléguer sa responsabilité à autrui et ensuite dire ok, bah autrui a merdé. Ah, c'est un peu le retour du refoulé du libre arbitre. Voilà. C'est plus tu crois au libre arbitre, plus t'as intérêt à pas l'exercer. Exactement. C'est bien vu dit comme ça. J'aime bien. Et ouais, du coup, moi j'ai envie de dire aux gens, en fait, parce que moi un truc vraiment que j'ai découvert dans ma vie, c'est que on n'a pas besoin d'attendre que la politique, le gouvernement, que le fonctionnement de la société change pour que notre vie elle change. Heureusement. C'est-à-dire que, enfin tu vois, moi même tu peux avoir les libertariens qui vont être là, ouais mais on se fait tellement taxer, c'est horrible et tout, système communiste.
Moi, je comprends leur colère. Ceci étant dit, même dans un système comme ça, à un moment, si tu trouves des moyens de te développer économiquement, si ce que tu fais crée de la valeur et tout, que tu sois soumis aux impôts ou pas, que tu arrives à trouver des moyens pour moins en payer, ou voilà. Enfin, dans tous les cas, tu es quand même l'acteur de ton développement personnel, de ta richesse personnelle et tout, et tu gardes un pouvoir d'action. Puis à la limite, si ça va toujours pas, tu pars à l'étranger ou quoi, il y a des moyens, mais en tout cas, peu importe le système autour de toi, en fait, tu as un champ d'action qui reste très large. Et moi, j'aurais même envie de poursuivre la logique, j'ai envie de dire, même dans des systèmes type Corée du Nord, en réalité, je suis sûr que la vie de Coréens, en termes de que ce soit autant de confort matériel, de relations avec les autres, d'épanouissement spirituel ou quoi, je veux dire, elle peut être très très différente, peu importe l'environnement où t'es. Alors forcément, moi j'aurais absolument pas envie de vivre dans un environnement comme ça. En fait, t'as toujours, par rapport à ta situation actuelle, t'as toujours un champ d'action qui est beaucoup plus large que ce que tu t'imagines. Et j'ai l'impression qu'en fait, plus les gens s'investissent dans la politique, plus ça les déconnecte de cette réalité-là, qui est que le pouvoir sur leur vie ne dépend pas d'un vote, d'une élection, d'un truc comme ça. Complètement. Et c'est pour ça que, enfin, franchement, aujourd'hui, je peux dire assez sereinement qu'en fait, le résultat de l'élection qui va y avoir demain, ça m'intéresse un peu en termes de curiosité, ça m'amuse et tout, et puis je me dis ça peut avoir deux trois effets, mais globalement, en fait, je m'en tape. Et je pense que, peut-être que je vais m'en mordre les doigts plus tard, mais je pense que globalement, la suite des événements va plutôt me donner raison dans le fait que j'ai bien raison de m'en taper, en fait. Et franchement, j'ai constaté beaucoup d'évolutions très positives dans ma vie qui sont complètement indépendantes de tout ce qui se passe au niveau politique. Simplement parce que je me suis débloqué un certain nombre de croyances limitantes, de pensées limitantes, qui m'ont permis en fait d'envisager et de faire toutes sortes de choses qui soit m'auraient semblé impossibles ou trop difficiles ou quoi, ou même juste que je n'aurais même pas envisagé parce que ça faisait pas partie de mon champ de conscience et de mes préoccupations. Et voilà, enfin... je peux donner un exemple parmi d'autres, mais moi, pendant longtemps, je m'intéressais beaucoup aux questions des tensions entre les hommes et les femmes. Au début, plutôt dans une perspective féministe, et puis à la fin, plutôt dans une perspective anti-féministe. Mais j'étais beaucoup préoccupé par cette histoire un peu de guerre des sexes et d'opposition entre les genres. Aujourd'hui, ça fait vraiment plus partie de mon centre de préoccupation, je m'en tape. Parce que moi, personnellement, dans ma vie, j'ai réussi à créer une harmonie avec le sexe opposé qui me semble franchement sympa, globalement. Et c'est plus une question pour moi. Et du coup, vu que c'est plus une question pour moi, ce qui se passe autour de moi dans mon environnement proche ne reflète plus ou beaucoup moins ces tensions-là. Parce que déjà, de un, je m'entoure de gens qui ont aussi trouvé une certaine forme d'harmonie par rapport à ça. Et de deux, quand on pourrait m'entraîner là-dedans, ça m'intéresse pas plus que ça, donc en fait, je vais pas mettre des pièces dans la machine. Du coup, en fait, moi, je m'en fous un peu, quelque part, des décisions politiques et des débats politiques sur ces questions-là, parce que pour moi, la question, globalement, dans ma vie, elle est réglée. Et j'ai pas eu à attendre qu'un truc se passe à l'extérieur. Et ça me renvoie à ce dont je te parlais avant qu'on lance la vidéo, qui est que moi en fait je crois que la plupart des fois où des gens me font des retours sur le fait que quelque chose dans nos relations les nourrit d'une manière dont ils sont contents, ça ne relève pas de quelque chose d'intentionnel de ma part, ou en tout cas de quelque chose sur lequel je déploierais une grande quantité d'énergie, ou je le sentirais comme un effort. Souvent en fait je l'interprète plus comme le résultat du fait qu'il y a une certaine dimension de mon existence sur laquelle je me vis globalement comme détendu, sur laquelle eux se vivent en tension, et en fait quelque part c'est le fait de sentir qu'il est possible stratégiquement d'envisager les choses depuis un espace de détente qui les amène à de la détente. Moi ce que j'observe c'est que globalement la tension amène de la tension en fait. Et d'ailleurs, j'irais même plus loin, c'est-à-dire qu'en fait
souvent, il faut une certaine tension et il faut une certaine opposition. Moi, ça me ramène à un truc que j'ai lu là l'autre jour de Lupasco qui parle des notions de... En fait, il analysait les oppositions et il développe un truc qui s'appelle le tiers inclus, qui essaie de transcender les oppositions. Mais en gros, ce qu'il explique, c'est que les antagonismes sont ce qui permet le maintien d'un certain nombre de structures et qu'en fait, ils ont une fonction qui n'est pas déstructurante, mais qui est structurante au contraire. Ouais. Et moi, ce que j'observe beaucoup, c'est qu'en réalité, les camps politiques s'autodéfinissent et se soutiennent mutuellement par le mécanisme de l'opposition. Tout à fait. C'est-à-dire que le jour, par exemple, où l'extrême droite, telle qu'elle existe actuellement, disparaît, l'essentiel de la gauche s'effondre au même moment parce qu'en fait, l'essentiel de leur message et de leur identité et de ce contre quoi ils luttent, tout ça s'effondre. Et d'ailleurs, tu peux avoir des mécanismes qui font qu'en fait, vu que les gens centrent une grande partie de leur vie autour de ces structures-là, ils ont tout intérêt en fait à ce que la structure contre laquelle ils s'opposent ne disparaisse pas complètement, parce que sinon en fait ça détruit leur raison d'être. Et voilà, typiquement, si tu es militant antiraciste ou si tu travailles pour l'antiracisme, bah en fait tu as besoin concrètement d'avoir toujours du racisme à combattre et c'est toujours la même logique. Et le féminisme, tu as besoin d'avoir du masculinisme et du sexisme à combattre. Et à la limite, si t'en trouves pas assez, faut en créer. Et de toute façon, tu vas en créer parce que vu que tu vas faire du bruit, ça va énerver des gens. Et du coup, les gens vont se construire en opposition. Et on est dans ce machin-là qui d'une certaine manière peut être vu comme assez regrettable, comme assez triste. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un principe, il y a un principe plus structurant et plus fondamental que ça derrière, tu vois. Et peut-être que si on conscientise ce truc-là, ça peut permettre de créer des dynamiques sociales qui ne permettraient peut-être pas de dépasser complètement et réellement les oppositions, mais qui en tout cas permettraient de les embrasser, d'en faire quelque chose de fonctionnel. Je peux dire des trucs qui paraissent peut-être un peu complexes, un peu théoriques comme ça, mais moi j'ai une bonne façon de l'illustrer, une façon qui plaira peut-être pas d'ailleurs à des militants de gauche, mais pour moi, il y a vraiment toute cette logique en fait dans un couple harmonieux, tu vois. Où pour moi, en fait, si on étudie un peu d'un point de vue évolutif et machin, globalement, les hommes et les femmes, d'ailleurs c'est renforcé culturellement, hein, donc finalement on peut faire le lien entre les deux, hein, les hommes et les femmes ont plein de stratégies et d'intérêts antagonistes. C'est-à-dire que en gros, quand ça sert les intérêts des hommes, ça dessert les intérêts des femmes, et inversement. Il y a des stratégies qui s'opposent et qui sont exclusives. Et en même temps, moi j'observe que les couples qui fonctionnent bien et qui durent sur le long terme, sont des couples qui arrivent à se nourrir de cet antagonisme pour construire quelque chose d'harmonieux tous les deux, plutôt que d'être simplement dans la lutte et la guerre. Oui. Et c'est pas forcément simple à expliquer comme ça, qu'est-ce qui fait que les gens arrivent à créer de l'harmonie à partir de cet antagonisme, mais en tout cas je trouve que dans les faits concrètement c'est un truc qui s'observe très bien. Est-ce que tu veux bien donner des exemples concrets pour illustrer ce que tu dis sur ces couples? Je dirais que il y a différentes choses, mais ça peut être par exemple le fait de reconnaître les spécialités de chacun, sans que ça mène à des enjeux de pouvoir. C'est-à-dire que, enfin, pareil, ça plaira pas beaucoup, ça plaira peu à des gens de gauche, ce que je vais dire, mais moi j'observe que il y a une possibilité en fait de se répartir les rôles et les tâches qui est assez organique, assez intuitive, et qui ne génère pas de tension de la part d'aucune des deux personnes tant qu'on n'est pas dans une forme d'idéologie. Oui. Pour l'éducation des enfants aussi, par exemple, les hommes et les femmes ont souvent des visions assez différenciées et potentiellement contradictoires de qu'est-ce qui est bon pour un enfant. Mais j'ai l'impression qu'en fait, quand chacun accepte d'apporter une certaine chose à un enfant, sans trop vouloir contrecarrer l'autre parent, parfois un peu de contrecarrage quand même, ça peut être bien en fait finalement. Genre quand tu vois que l'autre
je sais pas, par exemple, le père un peu trop aventurier, un peu trop, qui va avoir tendance peut-être à pousser son enfant à avoir des comportements à risque, et peut-être la mère qui arrive derrière, non mais quand même, genre, fais attention et tout. Ou peut-être la mère qui veut trop couver l'enfant, et non mais quand même, laisse-le respirer. Parfois, un peu d'antagonisme, ça peut être bien quand c'est vécu d'une façon qui est pas, quand on n'a pas l'impression que l'autre c'est juste de détruire ce qu'on fait, tu vois. Mais voilà, tu vois, on est dans un truc à la fois de coopération et d'opposition, singularisation des stratégies. de coopération et d'opposition, tu disais, de singularisation des stratégies. voilà, où il peut y avoir une certaine tension quand même, où il peut y avoir un certain nombre de frictions, mais où globalement la différenciation crée une harmonie bénéfique, et même les frictions, lorsqu'elles sont correctement intégrées, créent aussi une forme d'harmonie bénéfique. Ok. Parce que c'est bien aussi qu'à un moment, il y en ait un qui vienne un peu réguler l'autre. Tu vois. Je sais pas si je pourrais donner d'autres exemples, mais déjà, je pense que c'est pas mal. Puis même, enfin, tu vois, genre des trucs de type, après, que j'explique là, je décris des archétypes, puis on trouvera toujours des situations où ce sera un peu différent, plus nuancé, voire même parfois inversé. Mais en tout cas, franchement, je pense que même dans des couples homosexuels, en réalité, on trouve des polarités de ce genre-là, quoi. Généralement, je pense que dans tout duo qui fonctionne bien, on va trouver des polarités qui arrivent à fonctionner ensemble. Et ça peut être typiquement, je sais pas, le couple qui fait face à une difficulté de la vie, ou qui fait face à une engueulade, une tension quelconque, et puis le mec qui part en mode full analytique, résolution de problème, et la femme qui part sur un truc très très émotionnel et exprimer ce qu'on ressent, mettre ce qui se joue poser sur la table ce qui se joue sur un plan émotionnel et affectif. Et je pense que les deux en fait peuvent venir se réguler et se compléter là-dessus, tu vois. Genre la femme qui va dire au mec non mais genre arrête de vouloir tout analyser, moi je veux juste te dire ce que je ressens, quoi. Et je veux juste être écouté. Et le mec qui va dire non mais genre prends un peu de recul sur la situation quand même, là t'es en train de faire une montagne sur un truc qui peut se régler assez pragmatiquement, voilà. Et sur certains couples on aura peut-être l'inversion avec la femme plus pragmatique et le mec plus émotionnel, mais bon après je me sens le besoin de préciser quand même, mais bon c'est vrai que pour moi il n'y a pas forcément besoin de préciser ça, mais bon qu'est-ce qu'on pourrait dire, on a deux doigts de vécu, il n'y a pas besoin de préciser, quoi. Oui, ouais, mais après enfin il y a toujours un peu le souci de l'idéologie, c'est qu'on a beau avoir du vécu, si on s'est construit sur le fait, par exemple, qu'il fallait absolument une égalité, une répartition des tâches, une répartition, un truc de 50-50, bah justement, en fait, tu dis, ouais, ok, ce que me renvoie le réel ne correspond pas à ce que je veux instituer, mais c'est parce que je dois faire plus d'efforts pour que mon environnement corresponde à ma vision idéale des choses, quoi. Donc ouais, dans ce cas-là, ça peut être compliqué. Puis c'est jamais 100% mauvais non plus, en fait, de vouloir modifier les choses. C'est juste que c'est comme tout, faut être dans une forme d'équilibre un peu, et de souplesse sur les deux pôles. Entre le pôle idéaliste et le pôle pragmatique. Et moi, c'est un peu un truc que j'essaye de valoriser, de promouvoir d'une manière générale, c'est réussir à danser avec les polarités sans être dans l'entre-deux. C'est quelque part entrer dans une logique qui transcende l'entre-deux et l'espèce de consensus mou, l'espèce de moyenne molle. C'est justement être capable à la fois d'être dans les extrêmes des polarités et les dépasser. Et bah typiquement comme ce que je décrivais par rapport à l'éducation des enfants, c'est on a des polarités extrêmes et en même temps il y a dans la dynamique globale quelque chose qui se nourrit des polarités pour dépasser le truc. Ouais. Ou les logiques de tiers inclus, les systèmes ternaires. Je trouve que c'est pas mal parce que ça illustre assez bien du coup d'une manière assez concrète cette idée-là qui est pas toujours simple à faire passer, quoi. Ce côté genre enfin souvent les gens c'est soit c'est binaire, soit c'est un côté, soit c'est l'autre, soit la limite c'est entre les deux. Mais ce truc d'intégrer les polarités sans les annihiler, ça c'est un niveau de subtilité qui est encore un peu au-dessus, quoi. Bon, distinguer sans séparer, tout ça. Voilà. Oui, rassembler sans confondre, distinguer sans séparer. On est en réflexion sur
sur quelque chose en ce moment qui s'appelle la trialectique et sur lequel je compte faire un séminaire à un moment, probablement aidé par quelqu'un qui a bossé dessus depuis plus longtemps que moi et depuis plus longtemps que nous deux. Et notamment, il y a cette notion qui vient d'Edgar Morin de rassembler sans confondre et distinguer sans séparer. Et être capable d'alterner entre ces deux modes. De voir ce qui rassemble les choses et de voir ce qui les distingue aussi. Voilà, la conclusion que j'avais envie de faire, c'est si vous avez envie d'avoir un impact sur votre vie et d'avoir un impact sur votre environnement, je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui sont plus pragmatiques que la politique. Si vous avez envie de rencontrer des gens avec qui discuter, avec qui devenir des potes et réseauter, la politique c'est pas mal. Si vous voulez avoir un impact sur le monde, ça peut être un début parce que ça permet de rencontrer des gens, mais au bout d'un moment, la difficulté c'est qu'en fait, soit on va s'orienter vers le bénévolat. Moi j'ai envie de dire que le bénévolat c'est un peu ce que la politique n'arrive pas à être. C'est-à-dire qu'en fait on a d'un côté on a des militants qui bossent gratuitement pour servir des logiques de pouvoir et de rapport de force, et de l'autre côté en fait on a des militants qui bossent gratuitement pour aider les gens directement, et en fait si tu veux aider les pauvres, les SDF et tout, tu peux construire toute une logique de prise de pouvoir en espérant que dans X années ton parti arrivera au pouvoir à changer quelque chose, ou alors juste tu peux aider le SDF, le coin de ta rue, quoi. Et il y a plein d'associations qui existent déjà qui aident à faire ça, et en fait il y a plein de trucs que tu peux changer concrètement simplement en allant dans l'associatif. Et puis sinon, si t'es pas trop dans l'associatif, et si t'as pas le temps, si t'as pas les moyens et tout, après t'as l'entrepreneuriat, parfois c'est simplement juste aider les membres de sa famille, hein. Tu discutes pas souvent avec les membres de ta famille, peut-être vous avez des tensions pas réglées et tout, tu leur passes un coup de téléphone, tu prends de leurs nouvelles, tu essaies de t'intéresser à leurs problèmes et tout, et voilà, il y a des trucs qui peuvent se passer comme ça, et en fait tu vas te rendre compte que t'as des impacts concrets sur les gens, dans ton entourage, gens que tu connais assez bien, donc en fait tu peux assez bien anticiper et comprendre finement quels sont leurs réels problèmes. T'as pas une espèce de vision comme ça de gestionnaire déconnecté dans un bureau qui essaye d'imaginer en fait quels sont les problèmes des gens mais qui les rencontre jamais. Là en fait t'as une action qui est ciblée, qui est très concrète sur des gens où tu peux vraiment voir les effets à long terme et tout. On génère moins d'effets indésirables quand on procède par cercle concentrique. Avec du consentement. En fait, je pense qu'on peut résumer les choses comme ça. C'est ça. En fait, pour moi, ce qui est terrible, c'est que énormément de gens aujourd'hui s'intéressent à avoir un impact à l'échelle nationale voire mondiale. Ça, c'est un truc qui est fou. Aujourd'hui, c'est en fait tout le monde veut sauver la planète. C'est-à-dire que tout le monde se sent légitime pour sauver la planète. Moi, je pense que certaines personnes peuvent se sentir légitimes pour changer le pays, voire changer la planète. Mais ce sont des personnes qui sont tellement rares que je sais pas, à une échelle nationale, t'en as peut-être quelques-unes dans une génération, et à l'échelle mondiale, t'as un mec qui émerge comme ça tous les 100 ans ou tous les 200 ans, et qui, lui, a atteint un niveau de développement intérieur, d'alignement des planètes aussi, de connaître les bonnes personnes, d'être sur les bons trucs. Et là, à la limite, je veux bien que cette personne porte un message tellement puissant qu'elle peut avoir une portée mondiale et provoquer un changement des esprits qui va pas juste bordéliser plus la situation que c'est déjà le cas. Mais pour moi, en fait, le gros travail aujourd'hui et quelque chose qui changerait énormément les choses déjà, ce serait simplement que les gens arrivent à se mettre bien eux-mêmes déjà, tu vois, pour commencer. Juste réussir à mettre de l'ordre dans leur vie et arranger leur vie et faire en sorte d'avoir des relations à peu près harmonieuses avec leur entourage proche, d'avoir à peu près une activité où ils ont pas l'impression de faire des trucs qui sont nuisibles et qui correspondent à peu près à leurs valeurs, et globalement de mettre à peu près de l'ordre dans leur vie. Et puis de comprendre que les... J'allais dire aussi de comprendre que ce sont pas les situations en elles-mêmes qui leur posent problème, qui font office de problème. Et qu'il y a aussi toute la question de quelle perspective on adopte sur une situation qui façonne complètement la manière dont à la fois on va la vivre et à la fois comment on va y réagir. Enfin c'est pas tant les situations concrètes qu'on vit qui
qui sont problématiques intrinsèquement ou désirables intrinsèquement, c'est le regard qu'on va poser dessus qui va faire ça. Et en fait, si on reprend un pouvoir de responsabilité sur nos représentations elles-mêmes, bah déjà en fait on attribue drastiquement moins au monde extérieur des choses comme notre bien-être, et on les attribue encore moins à d'autres individus ou même des groupes d'individus qu'on s'est construits comme des catégories de nuisibles ou de... En gros, peut-être pour illustrer ça, tu me diras si ça te parle, mais est-ce qu'on pourrait pas voir, par exemple, on regarde la politique et puis tu sais, on se dit c'est vraiment n'importe quoi, ils détruisent le pays, ces types, ils sont irresponsables et ils méprisent la population. Est-ce qu'on pourrait pas le voir soit en mode c'est pas possible en fait, le monde il est pourri parce que ces gens-là sont au pouvoir et tout. On pourrait le dire aussi c'est intéressant en fait, ces gens sont en train de me montrer que c'est pas une autorité externe pyramidale qui va me permettre de voir ma vie s'améliorer. Exactement. Et donc en fait, peut-être que la nullité de ces gens est en train de me ramener au fait que je dois me prendre en main. Voilà. Tu vois? Ouais. En fait, tu peux le voir de cette façon-là, quoi. On peut tout, un paquet de trucs en tout cas qu'on peut tourner à son avantage, selon la perspective qu'on adopte et qui conditionne par la suite du coup notre façon d'y réagir, quoi. Ouais, c'est même au bout d'un moment, même si ces gens étaient moins nuls, est-ce que ça me pousserait en fait à aller découvrir l'autonomisation et le fait de se prendre en main et le fait de trouver moi-même mes propres solutions à apporter, quoi. Et c'est très puissant en fait quand tu commences à analyser un peu toute ta vie comme ça. Genre on revient aussi tu sais, tout à l'heure t'évoquais le niveau de confort de la population qui limitait la propension à la révolution et qui maintenait les gens dans la puissance apprise. Ouais. Bah ouais, c'est un peu ça. C'est que parfois genre ça va pas assez mal paradoxalement. Et finalement quand la crise atteint un certain niveau, on commence à remettre en question des choses qu'on n'aurait pas remises en question avant et à explorer des solutions qu'on n'aurait pas explorées avant parce que trop flippant, trop de travail, trop déboussolant. Pour conclure, je dirais faites ce que vous voulez le 30 juin et 7 juillet prochain. Il y a des gens qui diraient ouais mais en fait si vous votez quelque part vous faites encore pigeonner par le truc, mais bon moi j'ai envie de dire quand tu votes pour un 40 millionième en fait que tu le fasses ou que tu le fasses pas, finalement c'est un peu quel est le rituel que t'aimes bien, tu vois. Moi il y a encore quelques temps j'étais là genre le rituel du vote j'aime bien, tu vois, genre ok je sais que ça vaut pas pour grand chose mais je sais pas j'aime quand même, il y a un truc un peu je me dis après tout pourquoi pas, enfin je sais pas trop pourquoi, j'aimais bien le faire, puis ça m'est passé, peut-être il y a 2 ans, un truc comme ça. Les présidentielles, je crois que j'avais voté au premier tour, en 2022. Au deuxième, j'ai hésité, puis en fait, oui, je crois que c'est vraiment un truc à la con. Ça s'est décidé sur une sortie ciné. J'étais en mode, est-ce que je vais aller voter Marine Le Pen pour faire barrage à Macron? Et après, je me suis dit, fuck it, là, on va au ciné, le temps qu'on sorte, il y aura plus le temps, m'en fous. Et je sais pas, je crois que ça m'a débloqué un truc, en fait, j'ai pu voter depuis. Okay. C'était vraiment, en fait, j'étais à un niveau de non-implication dans le truc, tu vois. Mais ouais, faites ce que vous voulez, et peut-être, essayez plus de regarder où est-ce que vous pouvez avoir concrètement du pouvoir dans votre vie, là, actuellement, aujourd'hui, maintenant. Et aussi, c'est beaucoup plus enrichissant quand on arrive à avoir un impact concret, positif, vérifiable, notamment au niveau de l'affect. En fait, il y a un moment en fait quand les gens nous renvoient du positif, il y a pas vraiment de débat sur est-ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas fait. En fait, on sait qu'on a bien fait, quoi. C'est un truc, il y a une forme d'évidence qui se met en place comme ça. Donc ouais, essayez de regagner du pouvoir sur sa vie concrètement et voilà. Sinon, tchuss.